Salut, bienvenue dans Ni vu ni connu, je m'appelle Rina. Depuis le début de ce podcast, on tourne autour d'une même question. Comment une institution peut-elle rater ? Dans l'épisode 1, les signaux d'alarme existaient, personne n'a relié les points. Dans l'épisode 2, une preuve unique, contestée, un système qui résiste à se corriger. Dans l'épisode 3, une enfant connue des institutions et une question sans réponse publique. Dans l'épisode 4, une enquête ouverte, des indices et encore beaucoup d'inconnus. Aujourd'hui, c'est différent, parce que dans cet épisode, l'institution a reconnu son erreur. Elle a acquitté et elle a indemnisé. Mais ce que je veux faire, c'est comprendre comment c'est arrivé. Comment un adolescent de 15 ans a-t-il pu être condamné à perpétuité pour des crimes qu'il n'a pas commis ? Et pourquoi a-t-il fallu 15 ans pour que la vérité soit reconnue ? Patrick Gills, condamné à 18 ans pour 2 meurtres qu'il n'a pas commis. Libéré à 31 ans, c'est l'une des erreurs judiciaires les plus graves de l'histoire française. Allez, on y va. On est le 28 septembre 1986. Montigny-lès-Metz, Moselle. C'est un dimanche après-midi, 2 garçons de 8 ans, Cyril Bénigne et Alexandre Beckrich, partent faire du vélo le long d'une voie de garage de la SNCF. C'est leur terrain de jeu habituel. Puis vers 18h, ils ne sont pas rentrés. Leurs parents commencent donc à les chercher. On les retrouve morts sur le talus, tués à coups de pierre. Une violence extrême. La ville est sous le choc. La pression est intense. 2 enfants de 8 ans dans un quartier calme. Un dimanche après-midi, il faut trouver un coupable et vite. Dans les mois qui suivent, fait rarissime dans l'histoire judiciaire française, 3 personnes sans aucun lien entre elles avouent le double meurtre. 3 personnes différentes. 2 sont écartées, jugées trop peu crédibles. La 3e retient l'attention des enquêteurs. Patrick Gills, 16 ans, apprenti cuisinier. Il vit dans la même rue que les 2 victimes. Introverti et psychologiquement fragile selon les expertises de l'époque, il est signalé par un appel anonyme. Le 28 avril 1987, il est interpellé à la sortie de son travail et placé en garde à vue. Ce qui se passe dans les 36 heures suivantes va déterminer les 15 prochaines années de sa vie. 36 heures de garde à vue, sans avocat. En 1987, c'est légal pour un mineur. Patrick Gills avoue à 6 reprises. Comment c'est possible ? La réponse, il l'a donnée lui-même des années plus tard dans son livre, lors des procès en révision. Et honnêtement, elle est glaçante. Il avoue parce qu'il pensait que ça lui permettrait de rentrer chez lui. Je voulais juste rentrer chez moi. C'est le titre de son livre autobiographique. Et c'est aussi la clé de la compréhension de tout ce qui s'est passé dans cette scène. Patrick Gills a 15 ans. Il ne comprend pas encore les rouages judiciaires. Il pense sincèrement qu'en avouant, en donnant aux enquêteurs ce qu'ils semblent chercher, ils vont le laisser partir. Il ne mesure pas encore que ces mots sont en train de sceller son destin pour les 15 prochaines années. Ses aveux sont circonstanciés, détaillés et cohérents avec la scène du crime. Et c'est là que je veux marquer un arrêt, parce que comment un adolescent qui n'était pas là peut produire des aveux aussi précis ? Patrick Gills lui-même a expliqué que les enquêteurs posaient des questions orientées. Les photos et les éléments matériels de la scène de crime étaient affichés dans la salle. Donc il les voyait. Et logiquement, il les a incorporés à ses réponses. C'est pas une théorie inventée après coup. C'est ce que la procédure en révision a documenté. Et pourtant, malgré l'absence totale de preuves matérielles, c'est-à-dire pas de traces de sang sur les vêtements, des expertises qui ne concordent pas avec ses déclarations,
la machine judiciaire s'est mise en marche. Avant son procès, Patrick Giles envoie une lettre au juge d'instruction où il se rétracte en disant qu'il est innocent. Mais malheureusement, ça ne change rien. Le 27 janvier 1989, Patrick Giles a 18 ans. Il avait 15 ans au moment des faits. Résultat, la réclusion criminelle à perpétuité. C'est la première et jusqu'à ce jour unique condamnation à perpétuité prononcée en France contre un mineur pour meurtre. Il entre en prison. Il a 18 ans, condamné comme meurtrier d'enfants, la catégorie la moins bien traitée en milieu carcéral. Il subit donc des violences et le dira lui-même lors du 3e procès. Pendant des années, il maintient son innocence dans un silence presque total, soutenu uniquement par ses parents qui croyaient en lui. En 1994, une demande de grâce présidentielle est rejetée. En 1998, son avocat apprend quelque chose. Francis Holm, un tueur en série surnommé le routard du crime, déjà condamné pour plusieurs meurtres, travaillait le 28 septembre 1986 dans une entreprise située à 400 mètres des lieux du crime. 400 mètres. Le jour du crime et à l'heure du crime. La procédure de révision s'enclenche. 2001 à Reims, 2e procès. Le procureur général demande l'acquittement. Il démontre que les enfants sont morts vers 17h. À cette heure-là, Patrick Giles n'était pas encore rentré à Montigny-lès-Metz. Il n'a donc pas pu commettre les crimes. Mais le jury le condamne quand même à 25 ans de réclusion criminelle. Je vais laisser ça là un moment. Parce que le procureur demande l'acquittement, la preuve de l'impossibilité matérielle est posée, mais le jury le condamne. On peut tenter une réponse honnête. Le poids de 6 aveux circonstanciés, même rétractés, c'est difficile à ignorer pour un jury. Puis il y a la pression médiatique qui entoure cette affaire depuis 15 ans, qui pèse énormément dans la salle. Et la dynamique d'un jury face à une affaire aussi chargée émotionnellement ne suit pas toujours la logique de la démonstration juridique. C'est pas une accusation contre les jurés, c'est juste un constat sur les limites du système. En 2002, il y a le 3e procès à Lyon qui se déroulera cette fois en public. Patrick Giles fait part pour la première fois des violences qu'il subit en prison. Il est un peu moins introverti que lors des procès précédents. Le 24 avril 2002, son innocence est reconnue. Il est libéré et il a 31 ans. Il a passé 13 ans et 3 mois en prison. Francis Holm, le routard du crime, condamné pour 11 meurtres dans 9 affaires différentes, présent à 400 mètres du lieu du crime le 28 septembre 1986. Il reconnaît avoir vu les enfants, il reconnaît être passé par là, les avoir vus morts, mais il nie les avoir tués. Le gendarme Jean-François Abgral, celui qui a travaillé des années sur les affaires Holm, fait le rapprochement avec Montigny-lès-Metz. Holm lui décrit les lieux et les actes avec une précision troublante. La justice met du temps, beaucoup de temps. Mise en examen en 2006, non-lieu en 2007, les tests ADN ne permettent pas de le confondre. Renvoi en assises en 2013, report en 2014, de nouveaux témoignages accusent un autre suspect. Le procès s'ouvre finalement en avril 2017. Holm plaide son innocence, évidemment. Patrick Giles témoigne par visiophonie pendant plus de 2h30. Un des avocats de Holm lui lance, et je cite, « C'est quand même vos aveux qui ont mis les parties civiles dans cette situation. Vous ne pensez pas que vous devez des explications en famille ?» Je laisse cette phrase résonner.
Un homme acquitté, qui a passé 13 ans en prison pour des crimes qu'il n'a pas commis, à qui on a demandé de s'expliquer devant les familles des vraies victimes. Je pense que c'est le moment le plus révélateur de ce que cette affaire dit sur la durabilité des stigmates judiciaires. Le 17 mai 2017, Francis Holm est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fera appel en décembre 2018, où la perpétuité est confirmée. En juin 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La condamnation est définitive. Cyril Bénigne et Alexandre Beckrich ont finalement obtenu une vérité judiciaire, 34 ans après leur mort. Voilà ce que je veux te dire maintenant. Mon regard, pas des accusations. Ce sont des questions que cette affaire soulève et qui me semblent indispensables à poser. Premier point, les aveux d'un mineur sans avocat. En 1987, un mineur de 15 ans peut être gardé à vue 36 heures sans assistance juridique. C'est légal, car c'est le droit de l'époque. Depuis, la loi a évolué. La loi du 14 avril 2011 a renforcé le droit des personnes en garde à vue, dont le droit de l'assistance d'un avocat dès le début. C'est une avancée issue entre autres de l'affaire Giles. Mais la question que je veux poser, c'est est-ce que le cadre légal actuel garantit que ça ne peut plus arriver ? Deuxième point, 3 aveux, un seul retenu. 3 personnes avouent le double meurtre, sans se connaître. 2 sont écartés et Patrick Giles est retenu. Sur quels critères ? On ne sait pas. Il est décrit comme psychologiquement fragile, influençable et introverti. C'est là que quelque chose se retourne contre lui. Les caractéristiques qui auraient dû déclencher une vigilance particulière, la vulnérabilité d'un mineur isolé face à un interrogatoire de 36 heures, sont devenues des raisons de le considérer comme le coupable le plus plausible. Troisième point, la résistance du système à se corriger. 2001, le procureur général demande l'acquittement. La preuve de l'impossibilité matérielle est posée et le jury le condamne à 25 ans. C'est pas une défaillance individuelle, C'est ce que produisent 15 ans de certitude médiatique et institutionnelle sur la culpabilité d'un homme. Défaire une conviction collective, même face à des preuves contraires, c'est l'un des exercices les plus difficiles pour un système judiciaire. Quatrième point, l'indemnisation et ses limites. En 2003, l'État est condamné à verser plus d'1 million d'euros à Patrick Giles. C'est la reconnaissance officielle de l'erreur. Mais Patrick Giles l'a dit lui-même, ce qu'il voulait c'est sa vie, pas de l'argent. 13 ans, de 18 à 31 ans, c'est la construction de soi, les premières expériences, les années de formation. Et tout ça, il l'a perdu. 5e point, c'est le lien avec toute la série. L'affaire Patrick Giles est souvent présentée comme une exception, une anomalie dans un système qui globalement fonctionne. Personnellement, je ne le crois pas. Ce que cette affaire révèle, c'est un mécanisme. La pression pour trouver un coupable rapidement, la vulnérabilité d'un suspect isolé face à l'institution, la dynamique des aveux qui, une fois produits, deviennent presque impossibles à effacer. Et surtout, la résistance naturelle d'un système à admettre qu'il s'est trompé. Ces mécanismes, on les voit à l'œuvre dans l'épisode 2, avec Omar Haddad. Et on les verra dans les épisodes à venir. C'est pas une exception, c'est un pattern. Patrick Giles, condamné à perpétuité à 18 ans. Acquitté à 31, 13 ans et 3 mois d'incarcération. Cyril Bénigne, Alexandre Beckrich, 8 ans. Mort le 28 septembre 1986. Leurs familles ont attendu 34 ans avant qu'une vérité judiciaire définitive soit rendue. 2 histoires, un même drame. Un adolescent broyé par une machine en quête d'un coupable et 2 familles privées de vérité pendant 3 décennies.
Ce que je retiens de cette affaire, c'est qu'elle montre quelque chose que les institutions n'aiment pas regarder en face. Une erreur n'est pas toujours le produit de la malveillance. Elle peut être le produit d'un système qui fonctionne exactement comme il a été conçu, mais qui n'a pas les garde-fous nécessaires pour se corriger à temps. Patrick Dils vit aujourd'hui en Gironde avec sa famille. Il a construit une vie. Il a dit « Cette affaire me dépasse un peu à présent. J'ai construit une famille, c'est ma priorité. J'essaye d'avancer, même si je garde toujours un œil sur le passé. » Voilà, c'est tout pour cet épisode. L'article de fond, les sources et la chronologie sont sur le blog. Le lien est en description. Et si cet épisode t'a apporté quelque chose, partage-le. Le prochain épisode, on remonte encore plus loin, 1924. Une condamnation pour meurtre sans preuve matérielle. Une famille qui se bat depuis 100 ans. Et une question que l'histoire n'a toujours pas tranchée définitivement. C'est l'affaire Seznec. À très vite.